Bien loin des 42 annuités nécessaires à prendre sa retraite paisiblement, nous voyons déjà des devs avec 5 ans d'expérience affublés du titre senior. Mais quand on arrive aussi vite au grade de senior, les progressions d'après sont beaucoup plus floues. Surtout quand on ajoute à cela que notre métier peut se pratiquer partout, dans toutes les industries, à tous les niveaux et dans tellement de domaines différents. Mais alors, comment trouver son chemin dans cette jungle? Faut-il choisir entre expert ou manager? Et surtout, à quel point un chemin peut-il être réécrit? Pour répondre à ces questions d'orientation, je ne reçois pas le bibendum Michelin, mais il s'y connaît en guide. Hugo, bonjour. Bonjour à toi. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Hugo, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Eh bien donc, Hugo Lassiège, je bosse chez Malte, je suis l'un des fondateurs et je suis CTO dans cette équipe-là. Très bien. Alors du coup, on se voit aujourd'hui parce que tu as publié assez récemment un article sur Malte, sur l'engineering path de Malte, donc ce chemin de carrière que tu as mis en place au sein de ton équipe. Et je trouvais ça assez franchement intéressant et je trouve que c'était une belle démarche, donc je trouvais intéressant de te recevoir pour en parler. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement ce chemin que vous avez mis en place? Oui. Alors, attention, pas tout seul sur le sujet. D'ailleurs, en ce moment, il y a quelqu'un qui bosse vraiment beaucoup plus exclusivement là-dessus, qui est notre VP Engineering. Mais la réflexion, en fait, elle est venue en 2015, si je dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, le sujet, c'était essentiellement comment j'aborde le recrutement. C'était que ça, en fait. Hein. La première brique de pourquoi est-ce que je mets un chemin de carrière dans la boîte. La boîte, à l'origine, on devait être quoi? Donc 3, évidemment, à l'origine, mais je veux dire, si je parle du nombre de personnes vraiment en dev, quand on commence à réfléchir à ça, on est 5, quoi, 3, même pas 3, 4. Donc, si tu veux, il n'y a aucun sujet de savoir comment est-ce que les gens ils évoluent. En fait, de façon organique, ça ne se pose pas comme question à ce moment-là. Mais par contre, en recrutement, ça devient compliqué parce que on se dit que on n'arrive pas forcément à jauger les personnes qui viennent nous voir. On ne sait pas exactement faire le lien entre leurs aspirations professionnelles et ce qu'on peut leur proposer, parce que à ce moment-là, c'est un peu la jungle entre guillemets. Et donc, on commence à réfléchir à ce sujet. Donc, je commence à réfléchir à ce sujet. Je regarde un petit peu tout ce qui se passe ailleurs. Je regarde un petit peu toutes les comment dire, tout ce qui est publié. Alors, c'est essentiellement anglo-saxon. C'est même quasiment que anglo-saxon. Et c'est comme ça qu'on arrive à une première version, qui n'est pas la version d'aujourd'hui, version assez minimaliste, mais qui convient très bien pour l'époque, et qui ne prend pas en compte la dimension de progression de carrière. Et puis au fur et à mesure, au contraire, on s'est rendu compte que c'était hyper important, et c'était important de matérialiser ça pour des personnes qui étaient déjà là. Comment est-ce qu'elles pouvaient progresser? Et puis au fur et à mesure, on a itéré, et on s'est poser plein de questions sur... alors, moi, ça a toujours été un souhait qui est en fait un chemin de carrière possible dans l'entreprise vers l'expertise individuelle, la contribution individuelle. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait pas mal frustré dans des boîtes auparavant. C'est que je savais que c'était quelque chose sur lequel, a priori, je me sentais plus à l'aise. Est-ce que j'étais fort ou pas, j'en sais rien, mais est-ce que je me sentais plus à l'aise, ça c'est sûr. Et j'avais pas toujours cette dimension-là qui apparaissait. Je sentais que dans pas mal de boîtes, on me disait, bah non, mais en fait, il va falloir que tu commences à gérer des gens, machin, etc. J'avais eu des premières discussions dans des structures où je sentais que c'était possible quand même. Même en freelance, j'ai bossé dans des structures qui étaient anglo-saxonnes et qui avaient déjà introduit ça. Donc déjà, pour moi, la première réponse, ça avait été de devenir freelance, d'ailleurs, à l'époque, parce que je m'étais dit, bah, en tant que freelance, je fais un peu ce que je veux sur ma carrière.
Et donc voilà, de fil en aiguille, ce que je voulais vraiment construire, c'était une capacité, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui une double échelle de progression, où c'était possible de choisir l'un ou l'autre des deux chemins. Donc voilà un petit peu comment ça s'est construit. Euh, Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je pense qu'on a à peu près le même âge, donc on a dû commencer à peu près en même temps, il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Il y avait cette croyance que un bon dev devait forcément passer manager. On était au tout début des premières progressions de carrière vers cette notion d'expertise. Aujourd'hui, ça se fait quand même de manière beaucoup plus. C'est pas aussi automatique, c'est-à-dire qu'on a effectivement des personnes qui progressent vers de l'expertise technique, et c'est un chemin qui est tout autant valorisé qu'une carrière de management, parce que tout le monde n'est pas fait pour l'un ou l'autre. J'essaye de, entre guillemets, généraliser les concepts. Je parle plutôt vraiment de la contribution individuelle versus la gestion des personnes au sens large. Et ce qui fait que tu arrives à rentrer un peu plus de choses dans les cases, parce qu'effectivement, non, il n'y a pas que dans l'entreprise l'expertise technologique versus le management. Pense au DevRel, par exemple, qui se situe un petit peu, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, bien sûr qu'il y a l'expertise technologique, mais c'est plus de la communication développeur. Tu peux avoir pas mal d'autres voies possibles aujourd'hui dans l'entreprise. Évidemment, en plus, ça dépend encore de l'entreprise. Tu as la formation aussi, qui est encore un autre sujet. Enfin, voilà, tu as quand même d'autres choses qui sont envisageables. Ce que toi, tu inclus dans cette notion de formation, c'est, tu parles de tout ce qui est encadrement des gens un peu plus juniors qui rentrent dans l'entreprise, ou tu parles vraiment d'une formation au sens professeur? Les deux. Alors, il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire les deux. J'ai été vacataire pendant quelques temps. Quand j'étais freelance, je me suis amusé à faire ça. Ce qui est une activité intéressante quand tu la couples avec une activité, je dirais, professionnelle, où tu mets vraiment les mains dans le cambouis, parce que ça te permet vraiment de faire le pont avec, je dirais, j'aime pas trop dire ça, le monde du travail, mais tu vois ce que je veux dire, enfin, le côté très pratique, en fait. Ouais. Mais j'ai aussi fait de la formation au sens, tu vois, les formations classiques de 3 jours, etc. Et donc, ça demande d'autres capacités, d'autres qualités en termes de transfert de connaissances, quoi. Je vois. Aussi, donc, c'est ce que j'évoquais en intro, il y a un truc qui est parfois amusant dans notre industrie, c'est effectivement ce côté de dev senior, en fait, qui apparaît très tôt dans la carrière d'un dev. Pour toi, ça correspond à quoi, cette notion de seniorité? Ouais. En fait, si on comprend bien le truc, c'est que c'est plus une question de, entre guillemets, d'acquisition des connaissances de base. Je m'explique. On s'attendrait pas de quelqu'un qui soit junior pendant 15 ans, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, ça n'aurait pas de sens non plus. C'est autant se dire que quelqu'un est arrivé au sommet de sa carrière à 6 ans, c'est chelou, mais autant se dire que quelqu'un va être junior toute sa vie, c'est un peu bizarre aussi. Donc, en réalité, le mot senior, il désigne simplement quelqu'un qui a, entre guillemets, acquis une grosse partie des connaissances qui vont lui permettre d'aller progresser ensuite. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est terminé, en fait, la progression. Donc, si tu veux, pour moi, c'est ça. Junior, senior, c'est quelque chose qui se fait dans un laps de temps qui est relativement standardisé un peu partout. On s'attend à peu près de tout le monde qu'il aboutisse au stade de senior au bout de... Ça dépend des boîtes, mais ça dépend des gens. Mais allez, on va dire entre 5 et 8 ans. Et à partir de là, j'ai toutes les cordes à mon arc. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je me développe? Donc là, il y a des choix qui peuvent être aussi des choix de carrière. Hein. Ça peut être, je peux aussi changer d'orientation. Je peux cultiver une expertise sur un sujet particulier, un sujet métier. D'ailleurs, potentiellement, je peux continuer à apprendre énormément de choses sur un sujet métier. Et puis, je peux démultiplier mon impact. Et moi, c'est là-dessus que j'aime bien insister. C'est comment est-ce que je démultiplie mon impact? C'est-à-dire comment j'utilise les cordes que j'ai à mon arc pour faire en sorte que ça serve un but de l'entreprise ou un but de l'industrie. Et c'est ces notions-là, en fait, qu'on va retrouver derrière les titres de staff engineer, principal engineer, etc. Donc, ce sont des titres qui sont aujourd'hui popularisés dans l'industrie. Et ce sont ces titres-là, en fait, qui, pour moi, reflètent, en fait, la suite de la progression.
C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien ce que tu dis, en fait, c'est qu'il y a un début qui est très orienté, très personnel sur la progression de soi-même. Et après, Mm. il y a une vision un peu plus macro d'impact sur l'entreprise, sur les features, sur le produit. Donc un truc un peu plus global que juste l'individu en lui-même, c'est ça? Ouais, tout à fait. Moi, j'aime bien résumer ça. C'est des petites phrases que j'avais vu un fil sur Twitter que j'ai après récupéré sur une présentation, mais qui était en gros de dire que au début, essentiellement, on te file des choses qui sont plus ou moins définies, et donc plus tu progresses en expertise, plus tu es capable de prendre des choses, je dirais, un petit peu plus floues, et tu les construis. À partir de senior et plus, l'objectif, c'est de se poser la question de est-ce que je travaille sur les bons sujets? Est-ce que je suis en train de construire les choses qui sont vraiment utiles? Est-ce que si même je comprends la stratégie de mon entreprise, je ne suis pas capable moi-même d'établir les problèmes sur lesquels on devrait travailler, les objectifs sur lesquels on devrait travailler? Et donc, comment je contribue de plus en plus à même écrire cette stratégie? Et c'est encore mon chat, je suis désolé. Pas de souci. Donc, il y a vraiment ce décalage à un moment qui se produit d'un côté, au début, c'est pas que je suis exécutant, mais en tout cas, je vais utiliser mes compétences pour réaliser des choses qui sont très très cadrées, versus il y a des fois, en fait, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas coder, et c'est juste de remettre en cause un peu ce qu'on est en train de faire, quoi. Et ça, c'est effectivement une vraie expertise de savoir ne pas se jeter tête baissée dans le code et de savoir quand il faut effectivement éviter de coder. C'est un truc qui vient effectivement avec l'expérience. Dans ces chemins de carrière aussi que tu construis chez Malte, ou que vous construisez chez Malte, comment est-ce que tu inclus la notion de mentoring? Parce que cette progression dans nos métiers qui sont quand même des métiers très techniques, qui ont quand même il faut apprendre beaucoup de choses, et du coup, en général, il y a une vraie notion tu peux pas apprendre tout seul. Tu as quand même une notion de mentoring, d'accompagnement, de coaching, de formation, appelons comme vous voulez. Comment est-ce que vous incluez toute cette notion de progression par les autres pour chacun? Hmm. Alors, donc si tu veux vraiment beaucoup de détails, clairement, ils sont en ligne. Et en fait, ce qu'on décrit, c'est sur on a plusieurs axes, en fait. C'est les axes, tu peux considérer que c'est des axes d'évaluation qui nous permettent de dire, en fait, voilà ce qui te manque, ou au contraire, voilà ce que tu as acquis, et qui te permet, en fait, de dire que tu as progressé dans ta carrière. Et l'un de ces axes-là, c'est justement le côté équipe. Alors, nous, on appelle ça It Takes a Community, donc, mais en gros, c'est ça, parce qu'en fait, ça prend ça vient d'un proverbe, en fait, qui existe, je ne sais plus dans quel pays, mais qui dit, en gros, ça prend tout un village pour faire une famille. Et c'est un peu la même chose, ça prend tout un ensemble de personnes pour réaliser une progression individuelle, si tu veux. Et donc, on fixe en fait des attentes à chaque pas dans sa carrière sur sa capacité à redonner aux autres. Alors, ça peut être sa capacité à s'engager sur effectivement du mentoring très simple au début de sa carrière, ce qui est simplement comment j'échange, comment je fais des relectures, comment je participe à des sessions de pair programming, etc. La forme elle-même, elle n'est pas fixée, hein, par contre. C'est-à-dire que chacun est un peu libre de la façon dont on va l'organiser. Ça, c'est propre à notre fonctionnement. Mais il y a cette notion de redistribution. Et puis, au fur et à mesure, il y a cette notion aussi de formation. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, pouvoir redonner de la connaissance sur des formations internes, ce qu'on appelle des Malte Academy, des Malte Training Sessions, des Malte Days. Donc, on a plein de formats différents, en fait, hein, pour faire ça. Voire même, on encourage les personnes aussi à faire des conférences, des choses comme ça, donc pour, encore une fois, toucher de plus en plus de monde. Tu vois, c'est l'impact, en fait, souvent je le modélise sous forme de sphère d'influence. C'est quelles sont les personnes que tu arrives à toucher, et aussi, donc, quelles sont les personnes que tu arrives à contribuer aussi à faire grandir. Donc ça joue beaucoup, en fait, dans la progression. Et du coup, cette vision par cercle, pardon, c'est aussi un moyen pour vous de mesurer la progression de carrière de quelqu'un. Donc, tu considères que
quelqu'un qui est depuis 10 ans chez Malte, il est censé pouvoir contribuer à la progression, à l'évolution de au moins X personnes ou sur au moins impacter tel genre de cercle, ou c'est vraiment au cas par cas, il n'y a pas forcément de step défini. Ouais, alors c'est une vue assez théorique parce qu'en fait, elle peut se contrebalancer avec pas mal de sujets, puis ça dépend aussi de la taille de ta boîte. Mais globalement, oui, tu as une notion de cercle, c'est d'abord toi-même. D'abord, il faut que tu progresses toi, donc ta première influence, c'est sur toi-même. Ensuite, c'est ton équipe, ça représente 5-6 personnes, on va dire. Ensuite, c'est un groupe plus large qui peut être des communautés de pratique, des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle des guildes ou des chapters en fonction des boîtes. Et donc, ça peut représenter 20, 30 personnes. Ça peut être une équipe produit au complet. Et là, c'est pour ça que je dis que c'est très contextuel en fonction de ta boîte. Chez nous, ça va être à peu près une centaine de personnes. Pour d'autres, ça va être plus. Pour d'autres, ça va être moins. Et puis la boîte, et puis ton industrie. Parce que tu peux aussi avoir un impact majeur sur ton industrie. Quand je disais que ça c'est une vision théorique, c'est que tu as quand même d'autres notions que je trouve qui rentrent en ligne de compte. D'ailleurs, un très bon article que j'ai retweeté, alors malheureusement j'ai plus le nom en tête, qui était passé il n'y a pas très longtemps, qui couplait cette notion-là avec la notion aussi de comment dire, alors comment est-ce qu'il symbolisait ça, l'ownership, la capacité de prendre le sujet de A à Z, en gros de ce que j'appelle moi la discovery, donc la découverte du problème, comment ça s'appelle? Ah, il y a des travaux. Ouais, alors ça par contre, je vais être très embêté pour les enlever, sauf qu'il y a des actions. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'en même pas. Je vais vérifier. Non, c'est bon. Ça s'en fera un tout petit peu, je pense, en fond. Oui, ça va encore. Ok. Merci. Donc oui, il y a... Donc, le fait de pouvoir prendre les sujets de A à Z, donc vraiment de la discovery initiale, c'est en gros, est-ce que je travaille sur les bons sujets jusqu'à la mise en œuvre et le suivi derrière. Parce que si tu veux, ça aussi, c'est une dimension qui grandit au fur et à mesure du temps. Tu as des personnes qui arrivent à se positionner que sur une partie de la réalisation, mais qui ne voient pas la suite. Qui ne sont pas en mesure de se dire, bah, tiens, quel est l'impact que ça a eu sur mes utilisateurs, par exemple. Ou alors, au contraire, il y a des gens qui sont beaucoup dans comment dire, qui sont capables d'aller hyper loin dans l'accompagnement du truc, mais qui ne sont pas capables de faire la partie exploration. Tu vois, qui ont plus de mal sur la partie stratégie. Souvent, on dit explorateur versus constructeur, tu vois. C'est ça un peu. C'est ça. C'est aussi une dimension qui va changer au fur et à mesure du temps. Ok. Sur ces deux chemins de carrière aussi, plutôt orienté expertise ou plutôt orienté management, donc vous, aujourd'hui, vous avez ce que tu expliquais tout à l'heure, une double échelle, une dual ladder, donc qui te permet du coup, ces deux chemins de progression qui sont définis. À quel point est-ce que les choses sont séparées ou au contraire poreuses? C'est-à-dire, ma question, elle est sur la définition des rôles, dans le sens où tu peux avoir quelqu'un sur une expertise technique qui, en fait, a un certain, je vais dire, bagou, leadership, réassurance, tu vois, qui a une capacité un peu naturelle à faire du management. C'est peut-être pas le chemin qu'il a choisi, mais en tout cas, il a une capacité naturelle à le faire. Et du coup, dans certains cas, sa sphère d'influence peut déborder un peu sur des rôles qu'on attribuerait en temps normal plutôt aux managers. Est-ce que du coup, ça t'arrive d'avoir comme ça des postes qui sont un petit peu hybrides, un petit peu poreux, où il y a une vraie distinction de la progression? Alors, non seulement je vais te répondre que ça arrive, mais je vais même aller beaucoup plus loin, c'est que c'est un peu nécessaire. C'est-à-dire que la façon dont tu progresses à partir d'un certain stade, ça passe obligatoirement par le fait d'être capable de communiquer tes idées, de rassembler des gens autour d'une table, de suivre des actions, de coordonner, etc., etc. Donc, c'est à ne pas confondre avec la gestion des personnes, tu vois, ce qu'on appelle le management en tant que tel. Mais en fait, le management, les techniques de management, ça fait partie intégrante pour moi des qualités de quelqu'un qui va commencer à rentrer dans la track, ce que j'appelle leadership, donc c'est après senior. Et ça, c'est souvent un truc qui est mal compris, en fait. C'est souvent quelque chose qui est mal saisi, c'est-à-dire que soit on oppose radicalement les deux, systématiquement, et même de façon, je disais radicale, même caricaturale. C'est-à-dire que c'est soit tu manipules les fichiers Excel, soit tu codes. Alors non, c'est pas ça.
C'est quand même déjà le management. Heureusement, c'est pas que manipuler des fichiers Excel. J'ai même envie de te dire que les bons managers, en fait, leur vrai sujet, c'est de savoir créer les conditions de succès, et ça passe par pas faire c'est pas une question de fichier Excel. Ouais. Mais de l'autre, quand je dis que c'est caricatural, c'est que ça, en opposant radicalement les deux, du coup, on se dit que y a une partie, c'est pas pour moi, c'est sale, c'est je sais pas quoi. Et c'est une vraie erreur, en fait, de penser ça. C'est-à-dire que, pour moi, les personnes qui réussissent justement à démultiplier leur impact, en fait, qui comprennent que la technologie, c'est un outil, et que cet outil-là, en fait, il va falloir le mettre au service de l'entreprise pour créer de l'impact. La façon de le démultiplier, c'est cette façon justement de communiquer avec les autres et d'emmener des gens avec soi. C'est cette façon de susciter des décisions. Quand on réfléchit à une stratégie, c'est pas dans une boîte qui est grande, mais même plus petite, la stratégie, elle se fait pas tout seul. À aucun moment, il y a une personne qui dit c'est comme ça que ça va se passer. Ça, c'est un peu l'architecte en tour d'ivoire là, qui dit c'est comme ça que ça va se passer, puis je vous laisse le faire, quoi. Non, c'est justement un travail qui nécessite d'inclure les autres. Et c'est en ça, si tu veux, que je considère que les techniques de management font partie de l'attirail de quelqu'un qui fait aussi de la contribution individuelle. Ouais. Il y a une question très intéressante de Nicolas dans le chat qui nous demande, et je suis assez d'accord avec lui, et c'est vrai que je pense que la question vient aussi de la phrase que juste avant, en fait, qui induisait ça. Il nous dit que comment se fait-il que le management soit encore considéré comme quelque chose d'inné, alors que ça représente une vraie science et des vraies techniques? Est-ce que vous, dans votre échelle du coup de progression sur des carrières plutôt de management, comment est-ce que vous accompagnez les gens dans cette science, dans cette technologie qui est le management et l'encadrement d'équipe? Oui. Alors, de la même façon qu'on a un career path, donc qui définit, tu vois, les différentes étapes en tant que contribution individuelle, et où on a des attentes en fait à chaque niveau, on explique, voilà, ce que tu es censé être en mesure de réaliser, etc. On a la même chose côté web management. Donc en fait, on a aussi une échelle de progression qui décrit les attentes à chaque moment. Alors, ça répond pas à la question de comment est-ce qu'on accompagne sur le sujet. Alors là, pour le coup, je trouve que finalement, sur les deux axes, c'est pareil. Il y a une question de mentoring. En gros, c'est les personnes qui sont capables de t'accompagner et qui vont le faire dans les deux cas. Après, on a quand même des choses un peu plus formelles. On a, si tu veux, des formations qui sont données, mais qui sont au sens large. Elles ne sont pas dédiées tech. Tu vois, c'est pas pour du management tech, c'est pour du management dans son ensemble. Il y a des formations qui sont données au sein de l'entreprise sur plein de choses. Par exemple, la gestion de ce qu'on appelle les peer feedback. Donc, c'est comment est-ce que tu organises des sessions de... Comment on dit feedback en... Feedback... de retour, d'avis, Ouais, enfin... Mais personnel, enfin bref. Ouais. Donc, comment tu organises ça, en fait, au niveau de la boîte en entière, enfin, et au niveau de ton équipe. Comment on a des sessions de calibration aussi, où en gros, tu as un ensemble de managers qui vont être ensemble et qui vont en fait discuter de comment est-ce qu'ils géreraient tel ou tel sujet. Donc voilà, il y a plein de choses en fait qui sont mises en œuvre. Et puis après, tu as aussi des pratiques tout simplement, là pour le coup, qui s'adressent à tout le monde sur comment tu organises tel type d'événement, comment tu organises tel type d'événement, etc. Alors je sais pas si ça répond totalement bien à la question. Et en plus, je vais te dire un truc moi, je suis pas spécialement manager en réalité. Hein. Je me considère dans la branche contributeur individuel. Donc, forcément, je parle moins bien de cette deuxième branche. C'est marrant. Parce que du coup, en tant que CTO, on pourrait imaginer que tu as une espèce de combinaison de tous les rôles possibles et imaginables. C'est marrant, tu te considères plus du coup sur la partie contributeur que manager. Oui, c'est une question de balance. Hein. Effectivement, c'est pas. Justement, c'est ce que je disais. Tu n'es pas soit l'un, soit l'autre. Il y a un moment ou un autre, tu cultives un peu les deux. D'autant plus la boîte quand elle s'est créée. Évidemment, j'ai quand même eu ce rôle et je l'ai cultivé. Et c'est en plus quelque chose qui m'intéresse. Et d'ailleurs, tu vois, je parle de sujets qui sont quand même très organisationnels aujourd'hui. Mais si je prends par exemple la structure de la boîte, tu vois, aujourd'hui il y a un CTO et il y a un VP Engineering. Le VP Engineering qui s'occupe justement de cette partie beaucoup plus management. Versus moi, ce qui va m'intéresser, c'est les côtés stratégie, c'est les côtés
comment dire, vision technologique, etc. Et donc, je suis beaucoup plus allé sur des sujets un peu hands-on. Voilà, c'est comme ça, Ouais. tout que je préfère. Non, c'est hyper intéressant comme vision. Du coup, sur ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur cette science du management et sur le fait que donc tu as un espèce de formation d'accompagnement, que c'est quand même un ensemble de savoirs, on va dire entre guillemets techniques. Est-ce que du coup sur cette dual ladder que vous avez chez Malte, est-ce que c'est à chacun de choisir le chemin qu'il veut prendre? Et du coup, quelqu'un qui te dit qu'il va être manager, tu vas l'accompagner pour. Quelqu'un qui va être expert technique, tu vas l'accompagner pour. Ou est-ce que tu as quand même, entre guillemets, une validation de l'organisation ou de ta part ou du VP Engineering, en fait, tu vois, une espèce de process de dire, bah, tu vas être manager, mais en fait, on pense que sur l'autre, tu serais mieux et du coup, on préfère t'accompagner sur ce côté-là que la partie manager. Et donc, déjà, pour ça en première question. La deuxième question, c'est est-ce que quelqu'un qui se lance sur une carrière peut réaliser qu'en fait, il serait mieux sur une autre et du coup switcher après sur l'autre chemin? Oui. J'ai même envie de dire que je connais plusieurs personnes dans leur carrière qui ont un peu fait la pendule entre les deux. Il y a un article de Charity Majors qui parle de ça, ce tech pendulum, donc cette capacité, enfin cette possibilité en fait que n'importe qui a de passer de l'un à l'autre. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que d'ailleurs en essayant l'autre branche, tu peux découvrir des choses qui vont être utiles à toi ensuite dans la branche que tu vas finalement choisir. Donc c'est quelque chose d'assez naturel. Alors comment ça se passe chez nous? On va essayer, si tu veux, plutôt d'avoir une discussion. Donc c'est une construction commune en fait, si tu veux, qui va se passer. Si quelqu'un nous dit bah tiens, j'ai envie d'aller vers ce truc-là, on va essayer de construire un plan. Alors soit on considère qu'il y a des choses qui sont vraiment très très éloignées, il y a des qualités qu'il va falloir vraiment travailler, et donc on va mettre en place un accompagnement là-dessus. Soit au contraire, dans tous les cas, il y aura un accompagnement, mais c'est sûr qu'il y a des fois où c'est plus facile que d'autres. Mais c'est vraiment une co-construction. Et des fois, il y a des personnes, tu sens qu'ils veulent aller sur un sujet, mais plus parce qu'en fait, ils ont une certaine lassitude du premier sujet, et ils se disent, bah tiens, et si je tentais l'autre piste. Mais la question, des fois, c'est peut-être plus de résoudre le premier problème qui était la lassitude, et comment est-ce que tu peux pas un peu rallumer le moteur. C'est très, 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 comment dire, c'est très variable comme sujet. Il y a beaucoup de cas particuliers quand même. En fait, il n'y a même pas de cas générique, quasiment on pourrait dire. Bah, disons que tu as quand même des compétences de base qu'il va falloir, et notamment pour le management, il y a quand même des compétences de base. Quand tu les as pas, c'est compliqué. Et ça veut pas dire que tu peux pas les acquérir, mais ça veut dire qu'il y a quand même des efforts à faire. Mais après, au-delà de ça, oui, il existe des tonnes de profils différents de contributeurs individuels. C'est pas, par exemple, je pense que tout le monde l'a vu, c'est pas que des personnes qui sont purement experts sur un sujet. Des fois, tu as des gens qui ont des compétences très larges, qui sont capables de parler de plein de sujets différents. C'est ce que je disais, explorateur, constructeur, tu as des profils aussi un peu particuliers. Tu as des profils très, très dans l'organisation, la méthodologie, et qui sont capables d'amener des sujets assez complexes au bout, mais sans forcément être celui qui contribue à tout. Et c'est vrai aussi dans le management. En fait, tu as des personnes qui peuvent avoir des câblages un peu différents et des faiblesses et des forces assez différentes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a... Ouais. Tu penses que dans notre métier, de par nos formations, la structuration des écoles, ce genre de choses, ça fait que tu as forcément plus de choses à apprendre pour devenir manager que pour devenir expert technique. Et donc, cette carrière de management, elle est forcément inhérente à des choses des compétences qu'un individu va porter en lui avant enfin, tu vois, je sais pas si ma question est très claire, mais tu vois, je pense que pour être manager, t'as plus on a l'impression qu'il y a plus de compétences innées qui sont nécessaires pour être manager que pour l'expertise technique. Là où en fait, c'est peut-être simplement dû au fait que on a passé 5 ans en fait, ou je sais pas combien de temps à se former en école ou en formation sur des sujets techniques, et donc en fait, on a acquis un bagage technique qui nous permet
d'évoluer vers ça, et qu'en fait, si on passait autant de temps à se former sur des trucs de management, on donnerait l'impression d'avoir ces compétences innées, mais c'est juste on se sera formé pour, quoi. Je sais pas si je vais répondre totalement à ta question, mais alors non, je pense pas que ce soit un sujet de inné versus acquis. Enfin, la tech comme le management, c'est beaucoup de choses qui s'acquièrent. Il y a une veille technologique à avoir. Enfin, voilà. Mais pour répondre en partie à ta question, moi dans mes études, j'ai jamais eu, ou alors de façon très vraiment en surface, j'ai pas eu vraiment de formation en management. Ça faisait partie de ce qu'on appelait les sciences humaines, c'était les options souvent, c'était pas considéré de façon très très sérieuse. Donc, en gros, j'ai eu 5 ans de bagage technologique au sens large, mathématiques, etc. J'ai eu très très peu de choses faites sur cet aspect-là. Donc, c'est pas hyper surprenant que derrière, c'est pas forcément le truc que j'ai le mieux développé non plus. Mais voilà, mon école est peut-être pas une généralité, il y a plein d'autres écoles. Moi, je connais des personnes qui, au contraire, m'ont dit qu'ils avaient vu des trucs qui étaient hyper intéressants pendant leurs études. Et puis après, il y a des compétences aussi en communication qui sont aussi variables par pays. Enfin, moi, je trouve que dans certains pays, ils sont bien meilleurs, tu vois, que ce que j'ai pu voir, en tout cas, comme produit de l'éducation en France. Aux États-Unis, par exemple, la communication, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Je trouve que la façon de présenter les choses, et c'est pas une question introverti versus extraverti. Hein. Faut vraiment pas se dire que le management, c'est ça. Hein. Il y a des gens introvertis qui sont des très très bons managers. Voilà. Bon, après, ça répond pas complètement à ta question, mais j'essayais de. Mais tu vois, on revient au sujet de l'éducation, parce qu'en fait, cette capacité aux US de présenter, de s'adresser aux gens, de parler entre guillemets en public, c'est parce qu'aux US, dès le plus jeune âge, ils ont un truc qui s'appelle le show and tell. Et toutes les semaines, les enfants doivent présenter ce qu'ils veulent. Ils ramènent un jouet, un truc, mais je crois qu'ils ont quelques minutes à faire devant la classe. Et donc, c'est un truc qu'on leur inculque tout petit, en fait. Donc, depuis que tu es petit, tu as appris à faire ça. Tu as appris, entre guillemets, à capter l'attention, à parler aux gens, à t'adresser aux gens. Donc, tu vois, il y a un vrai... Ça montre bien, en fait, que c'est quelque chose qui s'apprend, en fait. Et si on avait un système éducatif en France, ou peut-être même de manière plus globale en Europe, en tout cas ailleurs, qui soit aussi pas uniquement orienté sur un côté très scientifique, très académique, et peut-être un peu plus d'art oratoire, notamment, ce genre de choses, on aurait peut-être plus de personnes capables de switcher d'une carrière à l'autre, quoi. Ouais, il y a de ça. Mais après, j'ai envie de te dire, même sur la branche contribution individuelle, cette capacité à présenter les choses et aussi à les ramener à sortir du... Comment dire ? La vulgarisation, c'est aussi le fait de sortir du carcan technologique. Et je pense que le fait qu'on ait peut-être pas autant de CEO qui viennent de la tech en France qu'aux US, c'est aussi lié à cette capacité, enfin à ce déficit qu'on a en termes de communication. Clairement. Est-ce que on voit sur le monde des devs où il y a une pénurie de profils depuis un petit moment? En fait, il y a des profils qui viennent maintenant vraiment de partout. Cette question m'est inspirée d'un message de Nico à nouveau sur le chat. Est-ce que tu remarques qu'il y a des chemins de carrière différents avec des profils de personnes qui sont plutôt issues de la reconversion, qui ont fait plutôt issus de profils de bootcamp ou autodidactes, versus ceux qui nous viennent de formations plus traditionnelles, que ce soit école d'ingénieur ou université? Alors, pour la petite anecdote, quelqu'un d'ailleurs que tu pourrais peut-être éventuellement solliciter, je ne sais pas si tu l'as peut-être déjà fait, le CTO du groupe Le Monde, c'est quelqu'un qui a fait de la musique avant. Donc des exemples comme ça, j'en ai quelques-uns, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils amènent un autre éclairage, en fait, une autre façon de procéder, une autre façon de collaborer, une autre façon de communiquer, une autre façon, tu vois, il y a plein de choses en fait qui peuvent évoluer, qui vont forcément apporter quelque chose. Plus proche de moi, j'ai ma compagne qui a fait une thèse en physique et qui s'est retrouvée aujourd'hui à faire de la data science. Elle a eu pas mal d'étapes différentes dans sa carrière, donc c'est une forme de reconversion. Ce sont des reconversions. Mais c'est pas à chaque fois tu repars de zéro, et ce qui est hyper intéressant, c'est comment est-ce que tu valorises ce que tu as déjà appris pour le transposer dans un autre univers.
le nombre de personnes aussi, dev, qui ont changé de métier, hein, pour passer product manager, pour passer, ou même des sujets qui sont très très éloignés. Heureusement, tu repars pas de zéro. Je pense que la carrière aujourd'hui, 40 ans, le même métier, c'est peut-être rare. encore majoritaire, j'en sais rien, mais non, heureusement, c'est pas une fatalité, tu peux faire pas mal de choses différentes. Ouais. Top. Alors du coup, chez Malte, alors peut-être que tout le monde ne connaît pas Malte. Corrige-moi si je me trompe, mais donc Malte, c'est une plateforme qui permet aux indépendants, pas uniquement dev, mais à tous les indépendants d'être contactés par les entreprises qui recherchent sur différentes missions. Donc, c'est une plateforme de mise en relation entre des entreprises et des indépendants. Donc, toi, aujourd'hui, chez Malte, vous mettez en place ce travail d'impact sur l'équipe et sur les autres que tu nous as décrit sur toute la première partie de cet épisode. Et pourtant, chez Malte, vous travaillez pour les indépendants, qui sont quand même du coup des gens qui sont assez seuls, qui sont très autonomes. Comment est-ce que vous combinez ces deux philosophies entre la mission de votre entreprise et la façon dont vous l'exécutez au sein de l'équipe? Alors, pour une petite anecdote, j'ai été freelance pendant 6 ans. Et cette notion de seul, c'est amusant, hein, effectivement. Tu cherches à être indépendant, ça ne veut pas dire seul. Très souvent, il y a une tendance quand même naturelle à se regrouper, parce que c'est en se regroupant avec d'autres personnes, d'autres indépendants. Quand je suis devenu indépendant, je me suis regroupé avec d'autres indépendants. J'ai créé un premier, enfin non, j'ai pas créé, mais j'ai rejoint un premier collectif. Ensuite, j'ai contribué à créer un deuxième collectif sur Lyon. J'ai créé une boîte aussi qui était une sorte de regroupement d'indépendants. C'est un peu ça, hein, les prémices de Malte, finalement. C'est cette première boîte. Et donc, systématiquement, l'idée, c'est comment est-ce que tu fais pour si tu veux partager des astuces, partager des retours sur le choix de tes statuts d'entreprise, comment est-ce que tu gères tel ou tel cas, la contractualisation, etc. Donc, si tu veux, souvent quand tu es free, en fait, tu te poses des tonnes de questions parce que justement, tu es seul et en fait, toi, tu as envie de passer l'essentiel de ton temps sur ce qui est ton métier de base, mais en fait, tu es obligé de traiter plein d'autres sujets, comme la gestion comptable, etc. Et quand on a créé Malte, pour moi, l'idée, c'était un peu comment est-ce que je simplifie tout ça, en fait. Déjà, comment est-ce que je donne les mêmes avantages qu'on pouvait avoir quand on était, nous, dans des collectifs de free, c'est-à-dire qu'en gros, comment est-ce que je donne de la plus-value sur la contractualisation, sur la facturation, sur, tu vois, enfin... Il n'y a aucun free qui aime ça, hein, d'envoyer des emails tous les 5 jours pour savoir si sa facture elle va être payée. Donc, c'est un peu ce genre de service-là, si tu veux, qui est cœur, en fait, dans Malte. Donc, en fait, contribuer à la communauté de free, c'est aussi ça. C'est de réussir à leur enlever un peu tous les petits tracas de la vie quotidienne. Donc, c'est un peu ça l'esprit. Et donc, quand tu parlais d'impact, c'est comment est-ce que je crée de l'impact de façon à simplifier la vie des autres. Alors, ça peut être simplifier la vie des free, simplifier la vie des gens dans l'entreprise qui vont comment dire, faire de l'opérationnel directement tous les jours. Et puis, in fine, c'est comment est-ce que ça fait grandir la communauté de free, comment est-ce que ça fait grandir le business et des free et évidemment de Malte. Hein, c'est quand même des choses qui vont ensemble. Voilà. Ouais, je vois. Attends, j'essaie de retrouver ma question. Donc, sur cette mise en place de ces chemins de carrière chez Malte, est-ce qu'il y a eu des frictions particulières? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont pas forcément apprécié ces chemins-là? Est-ce que du coup, il y a eu des ajustements sur cette définition de ces chemins de carrière? Et comment tu fais du coup pour amener toute une équipe en fait sur ces nouveaux rôles, cette nouvelle répartition des tâches, ce genre de choses? Forcément, enfin, c'est pas le chemin de carrière en lui-même, si tu veux, qui a forcément créé des frictions, mais c'est plus des fois
des interrogations qui se posent sur sa propre carrière, sur sa façon de progresser, au début, bon, encore une fois, petite équipe, c'est simple. Globalement, les gens comprenaient très bien que c'était dans l'optique du recrutement, et donc ça les aidait un peu à avoir une grille de lecture. Voilà, c'était vu comme ça. Progressivement, quand on a commencé à dire, mais certaines personnes se disent, mais comment est-ce que je fais pour progresser dans l'entreprise? C'est là où tu commences à créer des frictions. C'est quand tu n'es pas assez clair sur les attentes en fait, que tu as à chaque moment de la carrière. Ou à l'inverse, c'est des personnes qui sont en début de carrière, donc ils voient très très bien les étapes qu'il y a devant eux, mais qui ne voient pas comment les aborder, qui ne voient pas comment, tu vois, les franchir. Donc tout ça c'est assez naturel, et c'est plus des questions d'implémentation, de comment tu implémentes tout ça, comment tu le règles. Là où on a créé une première fois un petit peu des tensions, c'est qu'en fait, je pense que ça reflète un peu la nature même de l'équipe que j'ai créée au tout début, c'est qu'il n'y avait pas de manager. Encore une fois, c'est une équipe plutôt très autonome, plutôt senior, l'équipe d'origine, même aujourd'hui, hein, c'est une équipe qui est assez autonome et assez senior. Alors au début, c'était encore plus accentué. Et donc, c'est une équipe qui s'autogérait jusqu'à ce qu'on grossisse un petit peu. Et puis, à un moment ou à un autre, on a... alors, quand je dis à un moment ou à un autre, la boîte s'est créée en 2013, ça dépend comment on compte. Les premières embauches en dev, c'est 2014. Les premiers engineering managers, c'est 2019. Ah oui. Donc, ou 2020. Donc, tu vois un peu la le temps durée. passé. Ouais. Le VP Engineering arrive en 2020. Donc, non, je me trompe, le premier Engineering Manager, c'est 2021. Donc, il y a un temps immense avant qu'il y ait ce type de rôle-là qui arrive dans la boîte. Et oui, au début, ça a créé des petites tensions. Des personnes qui se disaient, oulala, j'ai pas envie de ce que j'ai vu dans d'autres boîtes avant, de ce que j'ai subi ailleurs. Tu sais, il y a un vrai traumatisme du chef de projet qu'on a un peu déterré quand c'est arrivé. Et donc, il y a des personnes qui, au début, étaient assez réticents et qui se sont dit, oulala, mais on va créer quelque chose que j'ai pas envie de revivre, en fait. Voilà, ça, c'était la vraie frustration, la vraie tension qu'il y a pu avoir. Ok. Et du coup, il y a des ajustements qui ont dû être faits sur les plans d'origine, on va dire? Ajustement, non, parce qu'on était, je dirais, nous non plus, on ne voulait pas créer ce syndrome un petit peu de la chefferie de projet, des choses comme ça. C'était vraiment pas du tout l'objectif. Donc en soi, on était totalement alignés avec les personnes qui nous donnaient un petit peu leur crainte. Par contre, ce qui a été très compliqué, c'est le recrutement. C'est-à-dire que c'est le type de rôle sur lequel, si tu te plantes, tu peux... en fait, un contributeur individuel, si tu te plantes, ça peut être assez important, mais potentiellement, ça peut avoir une sphère d'influence moins grande, au début en tout cas. Un manager, ça peut avoir une sphère d'influence beaucoup plus importante dès le début. Et donc, tu peux créer des petites catastrophes. Donc, c'est pour ça que le recrutement est un sujet très, très sensible. Pour les deux rôles, en réalité, hein, mais en tout cas, sur celui-ci, on voulait, d'autant plus sur un rôle qui se crée avec... comment dire, voilà, tu as la première personne qui arrive et qui va montrer un peu ce que c'est que l'engineering management dans une entreprise qui est en train de le faire. Tu peux pas trop te permettre de tomber. Donc voilà, recrutement très complexe. Sur ces sujets, tu vois, ce que je trouve agréable, c'est qu'au travers de cet échange qu'on a eu, toi et moi, depuis bientôt presque 1 heure, ça permet de voir en fait que ces chemins que vous avez mis en place chez Malte, c'est dans une démarche vraiment de permettre à chacun de s'épanouir dans son rôle, de faire en sorte que chacun ait le plus d'impact et le plus d'impact positif au travers de son travail, mais aussi sur son environnement, sur les personnes qui sont autour de lui. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très humain, de très valeureux. Enfin, il y a un côté bénéfique en fait, que ce soit pour l'entreprise au sens pour Malte, mais aussi pour la société de manière plus globale. Donc je trouve que la démarche est saine. Mais tu vois, c'est grâce à un échange et une discussion qui permet de voir en fait que la motivation intrinsèque que vous avez derrière est effectivement une démarche que je trouve juste.
Et ce qui est parfois difficile, c'est que j'ai parfois l'impression que tu as certaines entreprises qui vont mettre en place ce genre de choses, plus dans une démarche de notoriété, d'essayer de convaincre des gens de venir dans l'entreprise, parce qu'il y a une vraie pénurie de dev, on l'a évoqué déjà une fois ou deux pendant cet épisode et moult fois sur ce podcast, et tu vois, c'est un peu un côté, c'est un peu du washing, du greenwashing, pour reprendre le terme, de se dire, voilà, on va afficher des belles valeurs, on va afficher un joli truc, ça va donner envie aux gens de venir, et puis comme ça, on pourra staffer les équipes, et puis ça n'empêche pas que derrière, tu vas pas forcément être considéré différemment. Comment est-ce que toi, quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent pour essayer justement de réussir à faire cette distinction entre ceux qui le font de manière saine et ceux qui le font juste dans un but, on va dire, mercantile ou d'image? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, il y a un truc qu'on dit souvent, quand on parle souvent de la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, la culture d'entreprise. C'est un mot qui peut paraître un peu vaporeux, quoi. C'est les valeurs que je vois marquées sur le site, quoi. Genre, je me rappelle d'une époque où toutes les boîtes disaient on est une entreprise à taille humaine, machin, etc. Et quelqu'un avait eu une définition, je ne me rappelle plus du nom de cette personne, mais qui disait qu'en fait la culture d'entreprise, c'est ce qui se passe quand les portes sont closes. En fait, c'est la somme des pratiques, c'est la somme de, c'est quoi le curseur en fait que tu adoptes à chaque fois que tu fais quelque chose, tu vois. Et donc c'est pas toujours facile en fait à définir. Même des fois, si tu veux, t'as des boîtes qui ont une certaine culture d'entreprise qui est pas toujours simple à décrire à l'extérieur, parce qu'en fait c'est tellement naturel dans la boîte que t'as du mal à l'expliquer ailleurs en fait. Et des fois quand c'est réexpliqué ailleurs, c'est même un petit peu modifié. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette culture d'entreprise, tu vas pouvoir la ressentir à différents moments, et notamment dans le process de recrutement. Alors, tu vas pouvoir la ressentir dans la façon dont sont rédigées une annonce, tu vas pouvoir le ressentir sur les premiers coups de fil en fait, que tu vas avoir, tu vas pouvoir le ressentir sur qui fait partie du process et avec qui tu discutes. Il y a pas mal de cas en fait, où cette culture, elle peut transparaître. Alors, c'est pas toujours simple à voir du premier coup. Mais comment se passe, par exemple, l'échange que j'ai avec les différentes personnes lors des phases de recrutement, tu vois? Est-ce que c'est des échanges symétriques, pas symétriques? Et après, je pense c'est hyper... Moi, aujourd'hui, si je devais repasser des entretiens, alors c'est sûr que je suis pas du tout dans la position, et ça fait un petit moment que j'en ai pas repassé, mais je pense que je me créerais une sorte de petite liste, si tu veux, un peu comme tu sais, comment il s'appelle déjà, le test de Joël, c'est ça? Non, comment il s'appelle? Ça me dit rien. C'est le fameux test là que tu es censé poser à ta boîte pour voir un petit peu quel est son niveau de qualité logicielle. Moi, j'irais un peu au-delà de ça, et je poserais pas mal de petites questions sur la culture de boîte. Je me suis jamais amusé à prendre du temps pour les poser, mais je pense que j'aurais quand même quelques petites idées comme ça. Et ça, plus évidemment, comprendre le sens de la boîte et ce qu'elle fait, est-ce que les gens sont capables de l'expliquer, parce que ça aussi, c'est un truc. Tu vas dans un entretien, tu demandes à quoi sert la boîte, comment est-ce qu'il contribue à la stratégie de la boîte, ou du moins à l'impact de la boîte, etc. Et tu as des personnes qui, globalement, sont totalement éloignées du truc. Ça aussi, ça me fait un peu peur, quoi. Tu vois, ça, je me dis, ah mince, en fait, les gens, ils savent pas pourquoi ils bossent, en fait. Ouais. Ça, c'est personnel, pour le coup, mais en tout cas, moi, ça m'embête. Ouais, je vois. Sur la culture d'entreprise, moi, il y a un truc qui m'avait marqué. C'était en 2017, la version 2017 de Tech Rocks, qui est une communauté, une conférence pour les tech leaders que je vous recommande à tous, que tu connais, Hugo, bien évidemment. J'avais fait une des conférences, je crois que c'était peut-être 2018. Et à un moment, il y a dans une des conférences, il y a un des CTO dont j'ai oublié le nom, malheureusement, je ne sais plus qui c'est, qui dit que ta culture d'entreprise, c'est le pire truc que tu laisses passer dans ta boîte. Si le pire truc que tu laisses passer, c'est des blagues sexistes, si le pire truc que tu laisses passer, c'est le fait qu'une personne n'a pas accès à une promotion pour une raison non justifiable, on va dire, ou si le pire truc que tu laisses passer, c'est que quelqu'un arrive, je sais pas... ou si tu laisses même pas passer le fait que quelqu'un mette pas sa canette dans une poubelle recyclage,
en fait, c'est ça qui définit ta culture d'entreprise, c'est le pire truc que tu laisses passer. Ta culture d'entreprise, c'est ça, et c'est pas toutes les belles valeurs que tu peux afficher, c'est vraiment le pire truc que tu laisses passer. Mhm. Ouais, un bouquin que je peux recommander, c'est No Rules Rules de. Ouais. C'est sur la culture d'entreprise chez Netflix. Et il y a tout un chapitre sur le sujet, sur cette fameuse culture. Faut vraiment voir ça comme une sorte de curseur, en gros. C'est dans telle situation, je vais pas à chaque fois innover sur la façon dont je vais la gérer. Il y a une culture dans ma boîte qui fait que globalement, par exemple, si je dois favoriser la transparence versus, c'est pas, attention, la culture d'entreprise, c'est pas le fait d'opposer une valeur positive à une valeur négative, genre la transparence versus l'opacité ou la bienveillance versus la malveillance. Non, c'est pas ça. Non, par contre, c'est la transparence versus comment dire, la sécurité émotionnelle. Tu vois, parce qu'en fait, si tu fais preuve des fois de transparence, tu vas potentiellement créer de la confusion pour des personnes. Et si tu as considéré que ta valeur chez toi, c'est la transparence, tant pis. À l'inverse, si tu veux privilégier la sécurité émotionnelle, bah, tu vas peut-être des fois retenir un petit peu d'informations de façon à créer de la stabilité jusqu'au moment où c'est peut-être nécessaire. Et ça se trouve, comme peut-être ça n'a jamais été nécessaire, mais du coup, tu as conservé cette stabilité. Bref, et donc dans ce chapitre-là, je trouve ils prennent ce genre d'exemple et donc ils expliquent un petit peu c'est quoi c'est les différents curseurs que tu peux avoir. Et c'est ça, en fait, qui va à chaque fois conduire à prendre des décisions. Moi, j'aime bien cette définition, tu vois. Il faut que tu connaisses quels sont les curseurs dans ta boîte. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, tu vas être plus audacieux, moins audacieux, tu vois, plus dans la sécurité du business versus, au contraire, la recherche de croissance, etc., etc. Ok. Comment est-ce que toi, du coup, tu définirais les valeurs de Malte qui vous ont amené à construire ces chemins de carrière? Ça a été quoi votre North Star, comme on dit? Ouais. Bah, c'est-à-dire que je peux te faire la réponse un peu entre guillemets corporate avec les valeurs de Malte qui sont et pour beaucoup ça va dire oulala mais ça fait un peu fumeux machin. Pourtant en fait elles sont vraiment construites de façon si tu veux pas collaborative mais communautaire. Moi la première chose que je me suis dit quand on a commencé à créer une boîte, au début je m'étais pas imaginé qu'on allait faire une boîte comme ça. J'étais loin de m'imaginer en 2012, et si je faisais une boîte où on sera 500 dans quelques années. Mais en tout cas, je m'étais dit, j'ai envie de créer une boîte dans laquelle moi, j'aurais eu envie de bosser quand j'étais salarié. Ça, c'est mon premier guide. Et en créant cette boîte au fur et à mesure, tu vois, et en interrogeant les différentes personnes, donc il y a eu une année, en fait, on n'était encore que 20. On s'est tous posés ensemble. On a fait un off-site quelque part et on s'est tous posés ensemble. On s'est demandé, c'est quoi pour toi? Comment ça caractérise la boîte? Donc en gros, on est arrivé sur quelques valeurs. Il y a la partie ambition. Je pense que c'est assez naturel dans une boîte qui grossit, qui fait x2 quasiment chaque année, que l'ambition elle transparaisse. Et ça veut dire que ça va vraiment sous-tendre certains choix. Hein. C'est sous-tendre des choix sur le recrutement, sous-tendre des choix sur la stratégie d'entreprise, sous-tendre des choix. À chaque fois, entre deux choix, tu vas plutôt se dire, OK, je vais aller vraiment sur l'ambition. Il y a tout un sujet évidemment sur la collaboration d'équipe. Alors tu vas me dire, c'est un peu bateau tout ça, mais comment ça se traduit? C'est justement, tu vois, tu as des critères spécifiques d'évaluation à chaque moment de ton carrière pass qui sont sur comment tu fais pour redonner, si tu veux, et faire grandir les autres. Le management chez nous, il se définit comme je crée les conditions de succès pour les autres. Tu vois, c'est ça la définition. Et donc, tu vas retrouver à chaque fois en fait des éléments de ces valeurs-là dans tous les petits trucs. Et des fois, c'est ce que je te disais, c'est compliqué en fait de la décrire ta culture parce que quand tu la moi, des fois, je suis sur Twitter et je regarde des réflexions que je vois sur Twitter sur justement la carrière, sur la façon dont certains perçoivent leur management ou perçoivent leur entreprise. Et c'est très, 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 très négatif parfois sur Twitter. Et j'ai l'impression de vivre dans un autre monde, en fait, tu vois. Parce que ça fait un moment que je pratique une certaine culture d'entreprise et donc elle me paraît naturelle et je considère que c'est partout pareil. On a tous résolu ces problèmes-là partout ailleurs. Non, je me rends compte que c'est pas vrai. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Je suis sûr qu'on en a, qui sont différents, qui sont de nature différente.
mais qui sont justement liés au fait qu'on n'ait pas mis l'accent là-dessus sur notre culture. C'est une réponse qui était quand même assez éloignée de ta question de base. Non, mais qui reste quand même assez juste. Et moi, je suis aligné aussi avec cette vision du management qui est de donner les moyens aux autres de réussir. Et là-dessus, je recommande, alors forcément, moi je t'en sais à recommander mon podcast, mais je recommande un très bon épisode que j'ai fait avec Francis Nappé, cofondateur de Blablacar, où il raconte justement ce rôle. Donc lui, il est arrivé au début de Blablacar, donc il a cofondé Blablacar, et quand il est parti, l'équipe faisait plusieurs centaines de personnes. Enfin, c'était quelque chose. Et il raconte en fait comment est-ce que son rôle petit à petit a changé pour donner de plus en plus de moyens, de plus en plus de responsabilités, de plus en plus d'autonomie à son équipe, et qu'il était là uniquement à chaque fois pour faire en sorte que son équipe réussisse et avance. C'était de moins en moins c'était de moins en moins faire, mais c'était à chaque fois toujours de comment je donne les moyens aux personnes, comment je crée un environnement, comment je crée un contexte pour que les gens soient dans les meilleures conditions pour réussir pour l'entreprise, mais aussi pour se réaliser eux-mêmes. Donc c'est un très bon épisode que je recommande, et je suis parfaitement aligné aussi avec ce que tu disais, Hugo, là-dessus, sur cette mission du manager qui n'est pas juste d'amener un projet à temps dans le budget, c'est avant tout de faire en sorte que les gens soient dans les meilleures conditions pour performer et pour se dépasser à chaque fois, quoi. Oui. Vas-y. Non, j'allais dire j'ai eu l'occasion plusieurs fois de discuter aussi avec Francis, mais ce que tu décrivais, c'est aussi, je dirais, la définition naturelle de la personne, enfin, du fondateur dans une boîte. C'est une personne assez polyforme, tu vois, qui va être obligée, entre guillemets, de remplir les trous à plein de moments dans la vie de la boîte, qui va donc endosser des métiers. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'endosser des métiers qui n'étaient pas les miens à l'origine et de découvrir des métiers. J'ai découvert plein de métiers, en fait, que je n'avais pas la moindre idée avant. Et on dit souvent qu'il faut passer son temps à se virer soi-même, en fait. C'est que tu vas découvrir des métiers, mais tu vas pas être non plus le meilleur là-dessus. Donc, à un moment, il va falloir trouver des personnes qui vont être en mesure de l'effectuer mieux que toi. Donc voilà, c'est pas qu'une question, là pour le coup, ça dépasse le cadre même du management, c'est le cadre même de la croissance de la boîte, et notamment pour la condition spécifique du fondateur, c'est comment je suis constamment en mesure de changer mon rôle, de remplir les trous, etc. Très bien. Pour terminer sur ce sujet, est-ce que tu aurais une ressource à conseiller à l'ensemble des auditeurs de ce podcast, que ce soit un livre, une vidéo, un film, un autre podcast que tu trouves intéressante et que tout dev devrait avoir lu ou consulté à un moment dans sa vie? Dur. Alors j'essaye de maintenir à jour une page sur mon blog. Donc, j'ai un blog qui s'appelle eventuallycoding.com. Et j'ai une page qui s'appelle ressources. Donc dessus, j'essaie de mettre justement les différents bouquins, mailing list, etc., que je trouve intéressants. Évidemment, ça dépend quels sont les centres d'intérêt que tu peux avoir. Moi, les derniers trucs que j'ai vraiment aimé en termes de bouquins, donc il y a No Rules Rules, que j'ai beaucoup apprécié. Il y a Inspired et Empowered. Donc ce sont 2 livres de Marty Kagan qui m'ont vraiment... j'aurais vraiment voulu... j'aurais bien aimé les avoir lus avant, sur la façon de faire du produit, en fait, et sur les différents rôles, la façon de aussi créer des équipes autonomes, etc. Et puis un ancien livre qui s'appelle The Future of Management. Alors en anglais, c'est The Future of Management, et en français, c'est La fin du management. C'est bizarre comme traduction. C'est un livre de Gary Hamel qui parle aussi de... comment créer une structure sur laquelle l'innovation, elle se fait constamment, via justement une énorme autonomisation des équipes. Voilà, écoute, ça fait déjà pas mal de petites lectures à faire. Ouais, carrément, top. Merci beaucoup, Hugo, pour tout ça. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast FTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Allez, on va dire espace. Espace. Eh ben top. Merci beaucoup, Hugo. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, on a parlé de progression de carrière. Donc,
Et j'espère que vous avez la chance d'être dans une entreprise comme Malte, où cette progression de carrière est prise aussi au sérieux et de manière aussi humaine que possible. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller, aller sur My Little Team, qui est une plateforme intéressante pour trouver une nouvelle entreprise où travailler. Où du coup vous choisissez une équipe et pas uniquement une entreprise, mais donc c'est vraiment des équipes qui diffusent leur job, et vous en découvrez plus sur l'équipe et pas uniquement sur l'entreprise. Donc on s'éloigne un peu du discours très, très marketing qu'il peut y avoir. Et comme d'habitude, je vous remercie de partager ce podcast autour de vous lors d'un daily stand-up, d'une code review, d'un échange entre devs ou que sais-je, ou une rétrospective. N'hésitez pas à continuer à partager ce podcast autour de vous, à forcer vos camarades à s'y abonner. Vous leur prenez leur téléphone, vous les inscrivez de force. Ça me semble aussi un très bon moyen. Donc merci beaucoup, et rejoignez-nous sur le Discord ou les différents réseaux sociaux, où on est partout. Et il y a aussi le blog avec la boutique IFTTD, où il y a un ensemble de merchandising. Il faut en profiter parce qu'ils vont bientôt disparaître, parce qu'on va refaire un ensemble de choses. Donc les éléments que vous trouvez aujourd'hui sur le shop sont en édition limitée. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.